Bastien Brul et Karine Duquesne. Donc si vous pouvez venir nous rejoindre. Voilà. Bastien, si vous... Non, il n'y a pas de... Il y a des marches. Oui. Il y a des marches là. Bastien Brul, donc vous êtes psychologue. Vous travaillez pour France Victimes, une fédération qui regroupe 130 associations spécialisées dans l'aide aux victimes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous expliquez comment vous travaillez auprès des victimes, qu'est-ce que vous les ramenez, le soutien, des conseils, un suivi, enfin voilà. Exactement, c'est tout mon propos. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, mesdames, messieurs, je tenais tout d'abord à remercier notre partenaire APS France Handicap et plus particulièrement Madame Awar de nous avoir conviés à cette journée. Il m'a été demandé de vous présenter et de finalement le traitement et les répercussions du signalement qui est réalisé au sein de notre réseau France Victimes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques propos introductifs sur la Fédération France Victimes que je représente aujourd'hui et nos associations d'aide aux victimes locales. Donc, la politique publique d'aide aux victimes est née dans les années 1980, issue de la rencontre entre une volonté publique portée par Robert Badinter, qui était garde des Sceaux à l'époque, et une ambition associative de se structurer au travers des associations existantes. Ces associations, elles vont se fédérer sous le nom de l'Institut national d'aide aux victimes en 1986 pour porter aujourd'hui le nom de France Victimes depuis 2017. Ce réseau s'est vu confier par le ministère de la Justice et les autorités publiques la mission d'accompagner et de soutenir toute victime. Donc 132 associations, et pas 130, mais bon, c'est pas si grave que ça, composent aujourd'hui notre réseau qui est réparti sur tout le territoire outre-mer et dans les DOM-TOM. Et elles accueillent annuellement 320 000 victimes. Ces associations d'aide aux victimes, elles permettent évidemment un accompagnement pour toute victime ou toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale. C'est vraiment ça qui est important, c'est l'infraction pénale. Dans le cadre collectif, mais aussi dans le cadre individuel. Donc elles proposent une écoute via un soutien global, personnalisé, confidentiel et gratuit. Et au plus près et autant que nécessaire pour la victime. Donc cette aide individualisée, elle tourne autour d'un triptyque, c'est-à-dire de l'information sur les droits qui est portée par les juristes, un soutien psychologique qui est porté par les psychologues et un accompagnement social qui est travaillé par les travailleurs sociaux qui composent aussi notre réseau. Donc depuis plusieurs années, France Victimes formalise différents partenariats et avec des différentes associations. Et depuis 2017, nous avons formalisé un partenariat avec APS France Handicap qui finalement permet une mise en relation des associations avec nos associations et qui permet finalement d'être dans une posture de proactivité, bien sûr. C'est aussi également de proposer un accompagnement sur mesure qui permet aussi de pouvoir réduire certains symptômes, ou en tout cas d'être plus dans une force évidemment de volonté d'accompagnement. Donc revenons un petit peu à la thématique qui nous réunit tous aujourd'hui évidemment. Et pour structurer mon propos, je vais l'orienter évidemment sur 3 propositions, c'est-à-dire sur la phase de l'évaluation, sur l'impact et le suivi des victimes, et ensuite sur les pistes d'anticipation qu'on peut soulever. Voilà. Concernant cette phase d'évaluation, c'est le point de départ de toute réflexion, mais aussi de toute action. Afin que puisse se matérialiser cette évaluation, il faut que les victimes puissent être reçues au sein d'un lieu. Et ce lieu doit être contenant, il doit être réhumanisant pour permettre aux victimes de pouvoir libérer la parole, comme on a pu évoquer aujourd'hui, afin qu'elles soient plus enclines à pouvoir libérer les affects qui peuvent être difficiles ou en tout cas porteurs de souffrance. Évidemment, sans cet environnement de protecteur, en fait, ça fait... Ouais, je vais juste pousser un peu parce que ça me semble... En même temps, c'est pour vous réveiller à cette heure-là. Je pense qu'il était important de vous rester vraiment bien réveillés. Donc, sans cet environnement protecteur, les personnes en fait ne peuvent pas mettre en relation, elles ne peuvent pas en tout cas mettre au travail toutes les difficultés qu'elles peuvent ressentir. Donc finalement, la relation, elle va se construire. Une alliance thérapeutique peut s'établir entre la victime et le professionnel. Et ça permettra finalement à la victime de libérer sa pudeur pour pouvoir mettre au travail dans une forme aussi de libération de son intime. Cependant, cet engagement, ce protocole ou finalement cette coopération d'alliance thérapeutique entre la victime et le professionnel, elle peut être mise à mal, elle peut être ébranlée par l'effraction d'un récit. Finalement, la victime peut... finalement, ce qui appartenait de l'espace intime, ce qui appartenait finalement de la prise en charge, ou en tout cas
du secret, de la confidentialité de la prise en charge se voit exposée dans la sphère publique, donc finalement dans la sphère du judiciaire. Et donc, le psychologue qui finalement est le garant de cette sécurité, de cette prise en charge, finalement perd son caractère de neutralité et va être finalement un acteur du rouage de cette machine judiciaire. Et donc la relation qui s'était construite, elle va finalement être plus exactement la même, elle va se transformer, elle va évoluer pour devenir une sorte d'ersatz de cette nouvelle relation qui n'aura plus forcément les mêmes fonctions originaires de cette relation. Ce qui est aussi important, c'est qu'il est important de se questionner sur cette transgression de cette phase de l'intime à la phase effectivement publique, et surtout qui est le prescripteur de cette transgression. C'est-à-dire, est-ce que c'est la victime elle-même qui va nous confier une situation, qui va finalement révéler des faits? Est-ce que c'est un tiers qui finalement au cours d'une prise en charge vient nous dire monsieur, madame, un tel finalement est victime des faits qui sont répressibles par la loi, ou est-ce que finalement c'est un membre finalement d'une équipe pluridisciplinaire, comme je vous parlais tout à l'heure du triptyque, c'est-à-dire des juristes, des psychologues ou travailleurs sociaux, qui viennent apporter ça dans une réunion collective en nous disant voilà, monsieur ou madame fera évidemment l'objet d'un signalement. Parlons finalement de ce qui peut se passer dans cette relation au sein de notre réseau. Donc, l'ensemble des victimes, elles sont suivies par des différents professionnels, c'est-à-dire elles peuvent être suivies par le psychologue, par le juriste, par le travailleur social. Et on a des réunions collectives pour évoquer les différentes situations, ou en tout cas de ce qui peut se passer pour les victimes. Et lorsque finalement c'est évoqué en réunion, nous allons prendre cette réunion de manière collective. Ce n'est pas individuel, mais c'est vraiment la structure qui va prendre la décision de faire ce signalement. Et pour annoncer ce signalement, on va construire un binôme, c'est-à-dire soit un juriste et un psychologue, soit un travailleur social et un psychologue, pour pouvoir annoncer à la victime qu'elle va faire l'objet d'un signalement. Pourquoi on fait cette situation-là? Pourquoi on est dans cette posture-là? C'est pour justement préserver au maximum, si on peut le faire, l'intégrité finalement de cette prise en charge psychologique. Parce que celui qui va annoncer sera finalement celui qui sera le mauvais objet, sera un petit peu le méchant de l'histoire, alors que le psychologue pourra finalement là accueillir les émotions, étayer, finalement donner du sens à ce signalement et tenter finalement d'arriver à perdurer la prise en charge. Concernant l'annonce qui est faite par les tiers, il y a différentes possibilités, j'en citerai deux. Soit finalement le tiers ne suit pas la victime, le professionnel ne suit pas la victime et le tiers nous rapporte des faits dont on finalement n'a pas connaissance. La posture du professionnel dans ces circonstances-là, c'est plutôt de permettre une sorte de guidance auprès de ce tiers, c'est-à-dire d'essayer de responsabiliser, de favoriser la responsabilité et de le conduire justement dans ce chemin-là pour qu'il puisse faire lui-même ce signalement, pour qu'il finalement restaurer cette estime, enfin, cette responsabilité qui est légitime. Justement, en fait, on parlait tout à l'heure de la spécificité de notre réseau, c'est d'avoir aussi différents professionnels, et on a des juristes, et donc c'est de permettre aux juristes de pouvoir donner du sens, en fait, expliquer comment et où on peut faire ce signalement, et après le psychologue de pouvoir accompagner, finalement lui donner des clés, comment on peut faire pour pouvoir accepter finalement ce signalement. Les choses se complexifient quand le psychologue suit la victime et qu'on vient nous rapporter des faits. C'est-à-dire que comment on va pouvoir aussi intégrer ça dans sa prise en charge et comment on va pouvoir annoncer qu'on est porteur finalement de faits qui sont répressibles par la loi alors que finalement le psychologue n'avait pas eu accès à ces informations-là avec la victime. Donc, en tout état de cause, il va finalement en parler avec différents leviers. Ce qui est important aussi à dire, c'est que, en tout cas, c'est notre protocole, et ça, évidemment, on l'a vu un petit peu au niveau de la loi, c'est-à-dire que face à l'inaction d'un proche, le professionnel, ou en tout cas la structure, devra faire ce signalement parce que c'est une obligation légale. Donc, il vient aussi se poser la question de quand c'est la victime qui va elle-même apporter des éléments. Alors, quand elle va faire ça, évidemment, on va être dans une réflexion plutôt psychologique, donc émotionnel de ce qui peut se jouer dans cette interaction, pourquoi elle nous l'a dit, de quelle manière elle nous l'a dit, et finalement aussi d'une réflexion idéologique. Alors, le psychologue, parfois, a des événements qui sont très marqués, c'est-à-dire, voilà, je suis victime d'agressions sexuelles quotidiennes, de violences, c'est quelque chose qui est très marqué, très factuel. Mais parfois, le psychologue a face à des éléments qui sont plutôt pas forcément très marqué, finalement, qui laisse une sorte de suspicion. Et là, finalement, il va travailler à l'aveuglette et va baser son analyse professionnelle sur un ressenti, sur un pressentiment.
Et c'est là toute la difficulté, parce que qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir pousser son raisonnement pour essayer d'obtenir des informations qui va finalement confirmer ou infirmer son ressenti. Et lorsqu'il est dans cette logique-là, dans cette posture-là, il s'écarte de son objectif principal de finalement d'accueillir les émotions, d'accueillir les faits, et il est plutôt dans une forme d'expertise, de recherche, finalement comme un détective. Et donc, en ayant finalement cette écoute qui sera attentive, qui sera plus vraiment attentive, mais qui sera vraiment sélective, qui sera très orientée, trahissant des enjeux qui ne sont pas forcément explicités auprès de la victime, et bien forcément l'alliance thérapeutique, elle va en être bouleversée, et ça va créer des difficultés dans cette relation, qui finalement pourront conduire à une perte de confiance dans la prise en charge, voire même effectivement dans certaines régressions finalement en termes de symptômes qui pourraient se passer dans la prise en charge. Et d'autant plus que certaines victimes qui ont été face à un événement potentiellement traumatique, elles vont traverser, en tout cas, lorsqu'elles vont devoir déposer plainte auprès des forces de l'ordre, devoir justifier, prouver qu'elles ont vraiment été victimes. Elles vont être un petit peu challengées, on le sait effectivement pour certains, avec certains contacts avec les forces de l'ordre. Auprès des autorités aussi administratives, elles vont devoir prouver qu'elles ont été victimes. Par exemple, pour les attentats, il a fallu prouver que j'étais vraiment dans le lieu, que j'étais vraiment en fournissant des documents. Et donc le psychologue, en étant dans cette posture-là, va créer une sorte de suspicion également dans son rapport à la victime, et finalement va peut-être aussi participer à une participation de survictimisation des symptômes, et donc ça peut aussi être encore plus complexe pour elle, parce que finalement on n'est plus du tout dans les enjeux classiques ou attendus d'une prise en charge. Une fois que le faisceau d'indices a permis de prendre la décision, le psychologue va finalement vite se trouver dans une sorte de conflit psychique, c'est-à-dire est-ce que je dois dire ou est-ce que je dois me taire, et donc cette dualité culpabilisante va tourner un petit peu comme un petit vélo dans la tête en permanence, et qui finalement, est-ce que je dois garder le secret, est-ce que je dois maintenir cette confidentialité, mais je dois aussi respecter les obligations légales de signaler. Et donc finalement, ce dilemme va aussi s'insérer aussi dans une dimension de moralité et d'éthique. Parce qu'évidemment, alors la moralité, évidemment, c'est ce rapport à la loi, finalement, va nous rappeler finalement le sillon de ce qu'on doit faire, mais finalement, l'éthique, c'est plus une dimension d'appréciation personnelle. Et donc, le professionnel, puisque du coup, quand il est juste dans une prise en charge, il peut aussi avoir ces éléments-là et se dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais bouleverser finalement tout le travail qui a été mené avec la victime? Est-ce que je suis prêt ou pas finalement à déstabiliser ce système? Ou est-ce que je suis finalement prêt à arrêter cette prise en charge simplement sur des éléments qui ne sont pas forcément d'une vérité absolue, qui finalement, avec une part de doute. Donc, évidemment, par rapport à toutes ces questions-là, il faut qu'évidemment que le professionnel, ou en tout cas c'est ce que nous on travaille au sein de nos associations, de tenter de prendre de la hauteur, de vérifier évidemment aussi de ce qui peut se jouer dans cette relation, et surtout de guider son choix selon les intérêts supérieurs, effectivement, de la victime. On l'a parlé tout à l'heure avec les mineurs, évidemment c'est toujours dans l'intérêt de la personne. Concernant le suivi dans la prise en charge, donc une fois que le professionnel a pris cette décision de signaler, il va évidemment transmettre son écrit aux autorités compétentes. Avant même de transmettre ce courrier-là, il va devoir, en tout cas, l'expliciter ou en tout cas le justifier, ou en tout cas donner du sens à cette dimension-là auprès de la victime. Sauf que dans certaines situations, puis on l'a bien vu, parfois en fait on manque de temps, parfois ça va plus vite que ce qu'on souhaiterait le faire parce qu'il y a un péril imminent, et donc il faut réagir, il faut en tout cas agir. En tout cas, le psychologue devra utiliser toute la bienveillance, toute l'empathie, le professionnalisme et la pédagogie pour donner du sens à ce signalement. Et ce qui pourrait être aussi très intéressant, c'est comme on a aussi dans notre association des juristes, qui puissent aussi compléter finalement de donner du droit. Parce que si imaginons qu'on fait un signalement et que ça se traduit par une procédure pénale finalement avec un procès, le juriste pourra aussi informer d'un point de vue très technique, d'un point de vue très juridique, qu'est-ce qui va se passer pour finalement avoir une information globale et vraiment pluridisciplinaire. Donc on retrouve finalement deux alternatives, deux postures qui se rencontrent auprès des victimes. Soit les victimes, elles acceptent et elles comprennent finalement le signalement qui pourrait être fait finalement envers elles, mais en tout cas, on va travailler cette question-là avec la victime. Et puis finalement, à force d'explication et du lien et de l'alliance thérapeutique qui s'était mis en place, quand elle est très solide, la victime peut accepter et puis évidemment comprendre aussi la gravité des faits. C'est-à-dire qu'au travers de la justice, quand on y met effectivement une dimension de loi derrière, la victime peut se dire « c'était pas simplement juste de ressenti personnel, ou alors je n'étais pas en train de vivre quelque chose qui était
acceptable ou non. Là, en fait, il y a quelqu'un qui dit on est quelque chose qui est dans la gravité des faits. Donc, finalement, ça va permettre à la victime de pouvoir aussi favoriser finalement l'autonomie et de restaurer sa place, évidemment, d'être actrice finalement de son devenir et surtout plus d'être dans une forme de soumission ou de plus finalement de la sortir de cet état de victimaire. Sauf que, évidemment, vous l'aurez sûrement rencontré au sein de votre expérience, les victimes n'acceptent pas toujours le signalement, voire le refusent, voire sont totalement dans le déni. Et parfois, on ne sait pas réellement, le psychologue ne sait pas réellement pourquoi c'est compliqué pour elle d'accepter. Alors, le psychologue va tenter effectivement de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière, quelles sont les failles narcissiques qui pourraient peut-être être des blocages, est-ce que c'est des structures de personnalité, mais tout ce travail-là, finalement, prend du temps, et le temps peut aussi parfois manquer. Et donc, la victime peut parfois être contactée très rapidement par les instances justice, et donc finalement, on va vous auditionner par rapport à ce signalement, ou en tout cas, vous allez être entendu, et donc ça peut créer, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ce sentiment de trahison, la perte de confiance envers le professionnel. Donc, cette perte de confiance, soit elle va se traduire par « je ne souhaite plus du tout être suivi par le psychologue, parce que du coup, il n'est pas du tout bienveillant, parce qu'il me provoque des choses que justement je ne voulais pas vivre avec lui. » Et donc, il va demander à être réorienté. Donc, le professionnel devra réorienter vers d'autres partenaires, soit un autre psychologue de la structure, ou alors la structure est vécue comme effectivement la méchante dans cette histoire, donc on va orienter vers d'autres partenaires. Mais certaines victimes peuvent aussi continuer à vouloir jouer, enfin en tout cas jouer, c'est-à-dire à participer dans cette interaction, mais finalement peut-être jouer un jeu derrière, c'est-à-dire qu'il y a des pulsions d'agressivité qui vont être projetées vers le professionnel. Et donc, est-ce que finalement la prise en charge peut être encore possible dans ces circonstances? Et donc évidemment, il faudra évidemment évaluer et déterminer si la prise en charge est encore possible dans ces circonstances. Et donc, il y a aussi des répercussions pour le professionnel dans cette situation. Et surtout quand il y a finalement un classement sans suite d'une plainte, ou alors finalement que le signalement n'est pas entendu ou n'a pas de réponse d'un point de vue judiciaire. Donc le professionnel, évidemment, peut ressentir une forme de culpabilité. Donc c'est « j'ai provoqué tout ça, finalement j'ai déstabilisé sa relation, mais finalement pour rien du tout ». Et ça peut encore plus être difficile pour lui lorsque finalement ça va donner de la toute-puissance à l'auteur. Si par exemple dans ces circonstances-là, la personne qui est dans une forme de maltraitance sur une personne âgée ou en situation de handicap, dans ces circonstances-là, elle va dire en même temps, moi j'ai toute la légitimité puisque finalement la justice ne souhaite même pas entendre finalement que je suis l'auteur. Et la victime, elle va en tout cas déposer ça dans la prise en charge qui sera très complexe. Donc le professionnel peut remettre en cause évidemment son professionnalisme, se sentir totalement discrédité, qui peut créer évidemment du mal-être au travail et des difficultés. On parlait tout à l'heure du burn-out, et c'est vraiment ça en fait, c'est le risque de tout professionnel d'avoir dans cette usure de compassion, et comment on fait finalement pour pouvoir se protéger. Donc justement au sein de nos associations de victimes, on met en place des supervisions, des groupes, effectivement des analyses professionnelles pour prendre de la hauteur, pour traiter d'un point de vue individuel mais aussi du collectif, et retravailler ces situations-là pour essayer de mieux collaborer ou aussi de mieux travailler pour la suite. Voilà. En guise de conclusion, donc évidemment, il est préconisé d'anticiper en permanence ces signalements, c'est-à-dire d'établir au préalable des protocoles pour fluidifier finalement lorsque ça arrive, évidemment de mettre cette question dans un travail collectif, de ne pas finalement le garder pour soi, hein, évidemment parce que quand ça s'arrive à soi, on peut aussi se dire, on parlait tout à l'heure, cette peur finalement de ce regard de l'autre, ce jugement, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que nous, ce qu'on propose, mais je l'ai entendu tout à l'heure dans les questions, c'est-à-dire que c'est la structure elle-même qui va faire ce signalement, et ce n'est pas le professionnel en lui-même. C'est vraiment pour pouvoir préserver l'intégrité, ou en tout cas la santé psychique finalement des salariés. Et d'autant plus que finalement, nous avons aussi des relations particulières, vraiment des relations privilégiées avec les différents parquets, et donc évidemment avec les différents acteurs du monde judiciaire qui favorisent finalement, qui fluidifient finalement nos relations, qui nous permettent d'être informés du suivi, parce que du coup c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours informé du suivi d'un signalement, on manque d'informations, et là du coup on favorise en tout cas cette information-là, et quand évidemment on sait que ça va être abandonné, les charges par exemple, on a justement toute la légitimité de pouvoir préparer la victime à cette frustration, à ce sentiment d'impuissance, finalement, à cette peur ou à cette colère, enfin toute la palette émotionnelle qu'on peut traverser ou ressentir dans ces situations-là. Voilà.
Je vous remercie pour votre écoute.